bonjour, c'est encore moi. Deuxième athlète de notre championnat communiste, une pointure internationale, il œuvre sur plusieurs continents. Il est hautement qualifié pour ce championnat. La question du jour est donc à quel point Mathieu Bock-Côté est-il communiste ? On va étudier ça tout de suite. Oui, alors c'est une autre production de l'école Thomas More. Je rappelle que Thomas More, c'est l'auteur de ça, qui s'appelle Utopie. Et alors, si ça, c'est une utopie, parce que dans notre langage courant, une utopie, c'est quand même une sorte de fantasme irréalisable, et un truc quand même qu'on voudrait atteindre. Donc si ça, c'est une utopie, je ne suis vraiment pas pressé, ou, de façon très malsaine, je suis très pressé de connaître ce que serait une dystopie pour Thomas More, parce que déjà, ça, c'est salé, donc j'ose pas imaginer la dystopie. Pourquoi ce petit laïus, encore une fois ? Parce que si l'école Thomas More forme les responsables de demain, je peux vous garantir qu'elle ne forme pas les ingénieurs du son de demain. La vidéo précédente avec Adrien, vous l'avez sans doute remarqué, c'est assez désagréable, elle était en mono. Et bien celle-ci aussi va être en mono, et c'est pas de ma faute, je n'ai pas fait de fausse manip, c'est l'école Thomas More qui ne sait pas mixer du son. Donc ils ont mis une intro qui est en stéréo, dedans ils ont mis une piste qui était faite avec un seul micro, donc c'est en mono. Résultat, ils n'ont pas fait gaffe, ils ne l'ont pas centré. Donc voilà, je dis juste ça pour dire que c'est pas de ma faute, et comme j'ai pas du tout l'intention de passer du temps à corriger ce genre de problème, on va encore écouter un petit blabla en mono. Mais bon, comme c'est Mathieu Bock-Côté, ça va quand même être de la grosse qualité, donc accrochez-vous. D'abord et avant tout, de l'existence, de la négation du peuple. La négation du peuple démocratique, de la légitimité de la souveraineté populaire, et négation aussi du peuple historique, c'est-à-dire le fait que chaque pays est porté par un peuple qui l'incarne politiquement, en quelque sorte. Donc on est dans un moment où on se méfie d'un peuple que l'on juge toxique, que l'on juge pétri de préjugés. On se méfie d'un peuple dont on s'inquiète de l'identité historique, qui est vue comme une identité, encore une fois, toxique. Donc un peuple qu'il faut à la fois censurer, il faut le censurer pour éviter qu'il ne contamine l'ensemble institutionnel qui est le nôtre avec ses idées rances, ses idées toxiques, ses idées phobes et ainsi de suite. Donc il faut à la fois le censurer, il faut aussi le rééduquer pour déconstruire ses préjugés et lui imposer de nouvelles valeurs. Il faut par ailleurs limiter son expression politique possible. Pourquoi ? Parce que s'il s'exprime, par exemple par référendum ou en votant pour des partis dits populistes, avant d'avoir été rééduqué, il risque de voter pour des options politiques qui sont jugées contraires à nos valeurs. Et dès lors, on est dans ce paradoxe où c'est au nom de nos valeurs que l'on dit nos valeurs démocratiques que l'on censure la démocratie réelle dans nos sociétés. Voilà, donc Mathieu Bock-Côté. J'ai 3 remarques simplement à faire, on va essayer de moins s'étaler que la dernière fois. Mathieu Bock-Côté parle au nom du peuple, en tout cas il parle du peuple, cette chose indéfinissable. Premier marqueur de communisme, il n'y a que les communistes qui parlent de peuple, de souveraineté du peuple. Un peuple ne peut pas être souverain, ça ne veut rien dire. Les individus dans le peuple sont souverains ou ils ne le sont pas. Le peuple lui-même n'a pas d'existence séparée de ses membres. Moi, je veux bien qu'on utilise le mot « peuple » pour désigner des gens, mais lesquels ? Par exemple, Slayer, je sais qui c'est. Metallica, je sais qui c'est, mais le peuple, c'est qui ? C'est qui le peuple ? Bon. Donc, on a déjà une pensée collectiviste bien affirmée. C'est pas très étonnant, hein, mais c'est juste pour bien montrer qu'on a affaire à un athlète très entraîné. Deuxième remarque, c'est son constat, qui n'est pas forcément faux, que dans démocratie, il y a juste cratie qui a l'air de fonctionner, mais démos, pas trop. Hein, le peuple, donc démos, a été mis de côté. Ça me paraît étonnant quand même. Enfin, je ne sais pas comment il conçoit le fonctionnement actuel de la politique. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est triché, dictatorial, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que des gens vont voter. Donc ce qu'il a l'air de regretter, c'est que la démocratie fonctionne. C'est-à-dire que les gens qui élisent des Trudeau et des machins,
Ils n'ont pas élu la bonne personne. Ou alors, est-ce qu'il veut dire qu'il y a de la censure? Parce qu'il y a le on. Il y a le on qui menace le peuple. J'ai l'impression que pour lui, le peuple, c'est une sous-partie des gens qui habitent dans cette région qu'on appelle le pays, hein, qui est aussi une chose relativement peu précise comme notion. Enfin, à part évidemment sur le plan administratif. Hein. Mais en tant que tel, pourquoi est-ce qu'une ligne imaginaire sépare radicalement des gens? Enfin bref, on ne va pas commencer à parler des frontières administratives. Moi, je ne reconnais que les frontières privées. Cela dit, pour revenir au sujet, donc dans Démocratie, il se plaint que Démos soit aboli. Mais moi, je ne comprends pas, franchement, et en plus, c'est semi-sarcastique ce que je dis seulement. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Est-ce que les institutions mises en place depuis des dizaines, même 250 ans, ou je sais pas, bref, depuis longtemps, pour que le peuple vote et fasse des trucs, est-ce que c'est pas ça la démocratie? Bon. Et le troisième point, c'est que Mathieu Bock-Côté, c'est quand même quelqu'un qui aime bien geindre. Il se plaint. C'est ce qu'il reproche au woke, ce qui est son cheval de bataille habituel. Est-ce qu'on n'a pas affaire là à un woke, ce coup-ci plutôt de droite, qui aime bien jouer à la victime? Oui, on me laisse pas voter comme il faut, enfin on me laisse voter mais pas assez, ou je sais pas ce qu'il veut vraiment là dans le fait qu'on censure le peuple. Est-ce qu'il faudrait tout mettre à plat? Mais dans ce cas-là, est-ce que l'utopie à la Thomas More, elle n'est pas pire que celle, c'est-à-dire plus inatteignable et plus fantasmatique que celle qu'il attribue aux libertariens, qui est une société libre. Là, ils sont tous d'accord, hein, de droite à gauche, pour dire que c'est complètement impossible. Mais lui, ce qu'il aimerait, c'est qu'une société non libre soit façonnée à son goût pour toujours. Et là, on est dans la vraie démocratie. Tu remarqueras que c'est le discours parfaitement symétrique des gens de gauche. Il faut barrer l'extrême droite, le machin, le bidule à gauche, parce que c'est pas la vraie démocratie, c'est des populistes et des machins, comme d'ailleurs ce qu'il vient de dire, hein, on les traite de populistes. Et lui, c'est à peu près le même langage, mais à l'envers, quoi. C'est dans un miroir. Alors, le peuple, on le laisse pas faire, on est des victimes, on est des grosses victimes d'un système qui s'appelle la démocratie, qui fonctionne comme une démocratie, mais qui n'est pas de la démocratie. Ça me paraît un petit peu louche. Éclairez-moi sur les revendications de Mathieu Bock-Côté, qui marquent déjà quand même 3 bons points de communisme. Hein. La prochaine question, pourquoi le référendum est-il délégitime? Je ne connaissais pas le terme. Chez certains intellectuels et certains responsables politiques. Parce qu'encore une fois, le référendum est jugé légitime. Pourquoi? Parce que le peuple est lui-même illégitime. On considère que le peuple manque de maturité civique, que le peuple est traversé par des préjugés xénophobes, transphobes, racistes, pourquoi pas, europhobes. Donc, puisque le peuple est lui-même infantilisé, le peuple est pathologisé, pourquoi voudrait-on lui donner le pouvoir? Il risquerait de voter pour des options qui ne sont pas dans le sens de l'histoire telle que pensée par les théologiens du progrès. On l'a vu au moment du Brexit, les gens se ont permis de voter pour une autre direction que celle qui leur a été donnée par leurs élites depuis longtemps. De la même manière, aujourd'hui en France, sur la question de l'immigration notamment, on nous explique que le système est verrouillé de telle manière que le peuple ne puisse pas remettre en question un système d'immigration, plus largement un régime, qui est fondé sur la censure de ce peuple. Donc je dirais que de ce point de vue, c'est tout à fait circulaire. On se méfie du peuple, donc on veut l'empêcher de s'exprimer. Et à terme, on veut même l'empêcher de s'exprimer dans l'espace public. Pourquoi? Parce que s'il parle, il pourrait avoir envie de voter. C'est déjà un petit peu plus clair. Il joue la carte masse contre masse, raisonnement purement collectiviste. Le peuple, dont on ne sait pas qui c'est, se fait manipuler par d'autres masses, les immigrants en l'occurrence, qui ne sont pas le peuple. Pourquoi? Je n'ai pas encore la réponse. Maintenant, ces immigrants qui l'accusent de diluer le vote du vrai peuple, je suppose que c'est ça le raisonnement. S'ils sont rentrés, c'est bien sous la férule de la démocratie. La démocratie, la cratie. Est-ce que les gens de la démocratie qui sont aux manettes et qui ont ouvert les vannes de l'immigration ne font pas partie du peuple? Pourquoi leur action
en tant que membre du peuple, est moins légitime que la tienne, Mathieu? Pourquoi les gens qui ne votent pas comme toi ne sont pas dans le peuple? Ils ne sont pas dans ton peuple, dans celui que tu fantasmes, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont moins raison que toi, d'un point de vue strictement déductif, hein? Je ne parle pas d'empirisme historique et de choses comme ça. C'est vraiment une question de raisonnement que je pose. Pourquoi certaines personnes qui ont fait des choses qui te semblent pas bonnes sont moins légitimes à les faire, ces choses que toi tu juges pas bonnes, que les actions que tu juges bonnes par des gens que tu approuves? La question reste ouverte, comme dirait une certaine IA. Bien évidemment. Alors, c'est l'illusion de tous ceux qui sont des gardiens du régime que de croire qu'il est possible de verrouiller, de calcifier à jamais les institutions. Les institutions peuvent se détourner du peuple, peuvent considérer que le peuple est un résidu qui va se dissoudre, peuvent considérer que le peuple est une faune inquiétante qu'on doit mater, mais le peuple existe néanmoins, hein, et pourtant il existe. Dès lors, un parti, quel qu'il soit, qui promettrait de faire un usage éclairé, intelligent du référendum, à la fois pour trancher des questions importantes, mais pour reconstituer politiquement le peuple, pour lui permettre de se prononcer sur les grandes questions qui touchent son existence, ce parti serait fidèle aux véritables principes démocratiques. Et on est dans ce paradoxe aujourd'hui où les ennemis de la démocratie prétendent accomplir la démocratie en censurant le peuple, alors que ceux qui veulent donner la parole au peuple et organiser un contexte référendaire, par exemple, sont vus comme des ennemis de la démocratie parce qu'ils se mettent au service d'un peuple dont on se méfie. C'est le monde à l'envers, c'est orwellien. D'accord, c'est de plus en plus clair. Il est habile en termes de vaseline là, pour introduire les sujets. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est le fonctionnement actuel de la démocratie qui donne des manettes à des gens qui le désapprouvent parce qu'ils sont capables de diluer ce qu'il appelle le pouvoir du vrai peuple, c'est-à-dire les gens qui l'approuvent. Et donc, ça va pas. Mais un parti qui arriverait à remettre le référendum, qui est un des fonctionnements possibles de la démocratie, lui, il aurait toute l'approbation de Mathieu, parce qu'il saurait, alors s'il fait des référendums intelligents, bien sûr, il l'a dit, alors dans ce cas-là, ce serait la vraie démocratie. Donc on est dans un pur cas d'une part de collectivisme, puisqu'on ne parle que de démocratie, de peuple et de machin comme ça, où l'individu n'existe jamais. Je ne l'ai pas entendu parler de liberté, de souveraineté individuelle et de civilisation. Je l'ai entendu parler de peuple et de fonctionnement administratif. Comment le peuple peut-il décider de son propre fonctionnement administratif? Il est encore en train de geindre que des gens plus nombreux que lui arrivent à ne pas laisser la parole, enfin le pouvoir, je sais pas, c'est tellement con ces notions-là, enfin qu'il ne laisse pas les décisions prises par un sous-groupe minoritaire s'imposer aux autres. Alors ça, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est-à-dire qu'il commence à considérer l'effet de la minorité, enfin pas l'effet, mais plutôt il commence à considérer la minorité comme une classe de gens opprimés. Ça veut dire qu'il estime en ce moment que le pouvoir est illégitime, qu'il n'est pas fidèle aux principes qui correspondent à ses critères à lui. Tout ça, c'est très très compliqué, c'est très personnel, il a des préférences, et si elles ne sont pas respectées, ce n'est pas la vraie démocratie. Moi, c'est ça que j'ai compris. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il considère que c'est pas bien quand on ne laisse pas des gens minoritaires s'organiser socialement comme ils en ont envie. Et là, je dis bravo, je dis merci Mathieu, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Et je t'encourage à continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire que ta minorité à toi, elle contient aussi des minorités. Je suis à peu près certain que même parmi les communistes de droite, il y a des sous-groupes. Et là-dedans, il y en a forcément qui sont plus vastes que d'autres. Donc une fois que ton groupe de communistes de droite aura pris le pouvoir, aura foutu les immigrés dehors et réorganisé la démocratie selon les schémas qui vous semblent positifs, alors il va se repasser le même phénomène avec d'autres sous-groupes. Et là, comme toi tu es issu de ce mécanisme de libération du sous-groupe, tu vas dire « Ah bah d'accord,
j'ai compris, donc je vais laisser ce sous-groupe aussi prendre, soi-disant, le pouvoir, ou peut-être faire sécession, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas libérer le lac Saint-Jean et Montréal et Sherbrooke et tout ça, et en faire des petits duchés indépendants? Ce serait pas mal, non? Ça permettrait aux gens de se regrouper selon leurs propres préférences, justement, leur propre culture. Mais donc Mathieu Bock-Côté, lui, il est sur la bonne voie. Il reconnaît que c'est embêtant que les minorités ne soient pas respectées, puis s'il pousse son raisonnement de plus en plus, il va prendre en considération des minorités toujours plus petites, et un jour il va arriver à l'individu. C'est quand même cool. Il va commencer à se rendre compte que quand on est tout seul, on n'est pas... pas quand on est tout seul, quand on est un individu, on n'est pas tout seul, justement. Et les autres ont de l'influence sur nos vies, et il n'est pas possible d'accepter, quand on s'appelle une personne civilisée, quand on se prétend une personne civilisée, qu'un individu, une personne, voit sa liberté empiétée. Et par liberté, bien sûr, on rappelle qu'on entend toute modification non consentie sur son domaine privé. Son domaine privé, c'est sa propriété matérielle et son corps. Donc je pense qu'on va finir par être d'accord avec Mathieu Bock-Côté s'il pousse son propre raisonnement et qu'il essaye de laisser tomber son obsession communiste pour le peuple, qui n'agit pas et qui ne pourra même pas avoir de pouvoir, parce que même par référendum, ce gars-là va finir par désigner un Premier ministre ou un vizir ou un roi ou une merde dans ce genre. Et il y aura une administration, et voilà, ça va continuer comme avant, sauf que ce sera d'une autre couleur. Bon, je divague, j'étale la sauce, mais je quand même respecte la verve de Mathieu Bock-Côté, qui est très habile pour introduire des sujets assez tendancieux, comme l'immigration, pour en faire un cheval de bataille, pour se plaindre comme un bon gros woke de droite. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de classe dans ce rôle-là. Il le fait très bien. Et je l'encourage, encore une fois, à poursuivre ses défenses des minorités qui ne sont pas respectées par les gens qui ont le pouvoir, jusque à ma maison à moi, par exemple. Sérieusement, Mathieu, pense à ma maison. Ça te fera peut-être penser à la tienne, parce que je suppose que chez toi, comme chez moi, n'entrent que les gens que tu invites. Et c'est bien normal. Et ne restent que ceux qui correspondent à tes critères domestiques. Ceux qui outrepassent ton règlement intérieur domestique, tu les mets dehors ou tu les empêches de rentrer. Et c'est bien normal. C'est toi qui décides. C'est chez toi. C'est une règle moralement juste et qui respecte le droit naturel. Ça, c'est quelque chose d'assez instinctif. Et tu le comprends bien. Le problème, c'est que tu essayes d'étendre ce raisonnement, cette façon de faire, à toute une région que tu appelles un pays, laquelle est sous la domination d'un État. Et c'est pour ça que tu veux reprendre le pouvoir de l'État avec tes amis du bon bord politique. Comme ça, l'État fera les bonnes choses pour le peuple qui sera au pouvoir enfin. Notamment pour régler donc ce fameux problème d'immigration et d'invités malvenus. Alors, comme tu es complètement étanche au raisonnement à partir d'axiomes et aux déductions qu'on peut faire, donc des axiomes d'ailleurs irréfutables de la philosophie libérale, le principe de non-agression et le principe d'action humaine, puisque ça ne te parle pas du tout, je vais te parler dans ton langage, qui est celui de l'utilitarisme, de l'efficacité. Donc je vais comparer les deux situations. Vous, le bon peuple, vous avez enfin repris le pouvoir et vous allez régler ce problème d'immigration. D'ailleurs, je précise que je ne nie absolument pas qu'il y a un problème d'immigration, d'accord ? C'est pas l'objet de mon propos. Il y a bel et bien un problème d'immigration, mais je vais te proposer après une vraie solution efficace et civilisée surtout. Mais commençons par ta solution à toi. Face à ce problème d'immigration, ton gouvernement du peuple restitué dans la vraie démocratie va établir un règlement qui va être étalé sur de nombreuses pages, je suppose plusieurs centaines, voire des milliers, avec beaucoup de paragraphes, de chapitres et d'alinéas. Ce règlement constitue une sorte de moule. C'est comme les moules à biscuits qu'on plante dans la pâte pour faire des brédeleux de Noël.
Ce moule, tu vas l'appliquer sur les gens pour voir s'ils peuvent rester dans le pays ou pas, ou pour voir s'ils peuvent rentrer ou pas d'ailleurs. Donc tu vas appliquer ce moule qui est froid, qui est neutre, qui est objectif, qui est une règle du jeu sur tout le monde. Je peux te garantir à environ 783% que ce moule va faire un boulot de dégraissage, certes, donc il va mettre dehors des gens que nous autres, le bon peuple, tu vois, je parle comme toi au pluriel, estimons indésirables, ça oui, il y a une bonne partie qui va devoir s'en aller. Il y a aussi les indésirables qui voudraient rentrer, qui ne pourront pas rentrer, ça aussi c'est vrai. Et aussi ce qui va se passer, c'est que des désirables vont devoir sortir et des désirables ne pourront pas rentrer. Puis alors, cerise sur le gâteau, des indésirables vont pouvoir rester et d'autres indésirables vont pouvoir rentrer. Parce que je te garantis que quand il y a un règlement comme ça, il va forcément y avoir des distances, une marge d'erreur entre le moule qui ne pourra pas faire le contour parfait des gens désirables, c'est-à-dire des étrangers parmi la population autochtone. C'est pas possible de les définir. C'est comme il n'est pas possible de définir le peuple, il n'est pas non plus possible de définir dans un règlement écrit d'avance le profil auquel correspond la bonne personne sur le terrain. C'est pas possible. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a même des Québécois ou des Français qui devraient sortir du pays dans lequel ils sont, de la France ou du Québec, donc, si on leur appliquait le règlement, mais comme eux, ils ont déjà les papiers, on ne va pas leur appliquer, d'accord ? Mais bref, donc ton problème d'immigration va faire en sorte qu'il y a plein de gens qu'on ne veut pas garder qui vont rester, et des gens qu'on voudrait garder qui vont devoir partir, si tu veux faire en gros le problème. C'est donc très inefficace. En tout cas, même si tu penses que que le jeu en vaut la chandelle, et que cette perte est largement intéressante par rapport à la masse des indésirables qui sortent, bon ben, c'est bien, mais moi je te propose d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de n'avoir quasiment que des désirables. En fait, même pas quasiment, de n'avoir que des désirables. Pour ça, c'est simple, il suffit de faire disparaître le pouvoir de l'État sur l'immigration et sur l'État-providence. Parce qu'il faut bien avouer que c'est ce miel-là qui attire toutes les mouches. Sans l'État-providence, il n'y aurait pas de problème d'immigration. En tout cas, un problème beaucoup moins aigu. Et donc, si on appliquait, au lieu d'appliquer ton moule à gâteau froid et neutre et objectif, qui va forcément faire perdre de la pâte, tu vois, quand tu appliques ta découpe de personnages de Noël dans la pâte à biscuits, à la fin, il te reste toujours de la pâte. Et t'as beau refaire des boules de pâte, tu vas en perdre de la pâte. Là, c'est pareil avec les immigrants. Tu vas perdre des bons immigrants et tu vas gagner des mauvais immigrants parce que le moule, tu peux aussi l'utiliser avec de la boue. Tu peux aussi découper des biscuits dans une surface de boue, si tu fais pas gaffe. Donc, comme le moule à gâteau de ton immigration géré par l'État va être appliqué de manière aveugle par des fonctionnaires abrutis, parce que c'est leur essence, alors on est certain qu'il va y avoir un gros gaspillage humain. Et là, je te parle même pas de droit individuel, de souveraineté individuelle, de trucs que tu comprends pas. Je te parle simplement d'efficacité, d'avoir parmi nous les gens qu'on voudrait qu'on ait. La solution libérale, c'est bien sûr donc de démanteler le pouvoir sur l'immigration de l'État et l'État-providence, ce qui fait que sur le territoire ne resteraient que les gens qu'on a déjà acceptés. Ceux qui sont bien insérés socialement, culturellement et économiquement. Pourquoi on voudrait s'en défaire ? Moi, si mon dentiste vient du Mexique ou de Belgique et qui fait bien son boulot et que j'en suis content, je veux qu'il reste. Et s'il y a plusieurs clients comme ça qui sont clients de ce dentiste étranger, on veut tous qu'il reste parce qu'il nous soigne de façon acceptable et intéressante pour nous. C'est un bon rapport qualité-prix, on n'a aucun intérêt à ce qu'il s'en aille. Donc lui, il n'y a aucune raison, s'il ne rentre pas dans ton moule à gâteau, qu'il ne puisse pas rester. Mais toi, avec ton moule à gâteau, tu vas le faire sortir, ce dentiste. Et inversement, un espèce de clodo alcoolique, sociopathe et violeur, qui aurait les bons diplômes et les bons machins,
et qui arriverait à s'insérer ici au crochet de l'État-providence, lui, tu vas le faire rentrer. Parce que dans ton schéma de pouvoir au peuple de communistes de droite, l'État-providence, si j'ai bien compris, il est encore là. Il sera peut-être plus réduit que ce qu'on a maintenant, mais tu vas certainement pas faire sauter le chômage, la retraite, les congés maternité, tous ces trucs-là, quoi, hein. Donc tous les programmes communistes, même si tu les dégonfles un peu, ils vont rester. Donc il y a forcément des gens qui vont se trouver intéressés par ce schéma-là et qui vont réussir, parce qu'ils vont rentrer dans ton moule à gâteau, qui vont réussir à pénétrer le territoire avec leurs gros sabots et finalement faire le contraire de ce que tu veux. Voilà. J'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre, mais la solution libérale qui ne fera rester ici parmi nous que les gens qui correspondent à la population, au désir de la population, parce que manifestement, elle fait affaire avec, ou elle a des relations sociales avec, ou elle se marie avec, ou je ne sais quoi, bref, des gens qui sont acceptés déjà, ou qui vont l'être parce qu'on les invite. Voilà, ils prennent leurs responsabilités, ces gens-là. Si moi, je fais venir de l'étranger quelqu'un qui est très, très toxique, je vais d'abord le subir moi parce qu'il va venir chez moi. Parce que quand on invite quelqu'un, je ne l'invite pas chez mon voisin, je l'invite chez moi. Donc si je m'aperçois chez moi que c'est un gros paresseux qui fout le bordel, et qui ne fait pas la vaisselle et qui profite des autres, je vais écourter son séjour et il s'en va tout de suite. L'immigration optimale, c'est celle qui est gérée par des frontières privées. Pas par une grosse frontière moule à gâteau générale et administrée par des clampins qui n'ont, depuis leur bureau de ministère, aucun intérêt direct à la chose. Non, l'immigration idéale, c'est celle qui est gérée par une multitude de frontières privées et qui manifestent par leur présence le fait que ces étrangers qui sont là sont acceptés, parce que sinon ils ne seraient pas là. Je vais arrêter de radoter. Et je vais vous laisser tous méditer là-dessus en souhaitant à Mathieu qu'il comprenne ça, parce que moi j'ai encore de la musique à écouter. Bonne nuit.